Cet après-midi, on va consacrer 1h30. Donc c'est beaucoup 1h30 par rapport à d'habitude. 1h30 à des opportunités de marché. Donc c'est ce qui est normalement vécu au CDM plutôt en fin de séance. Et donc là, on a, avec Claudine, qui n'est pas là aujourd'hui, mais on avait décidé avec donc le bureau du CDM et Claudine de pouvoir consacrer plus de temps aux opportunités de marché. Donc 3 marchés aujourd'hui, donc une demi-heure par marché. L'idée, c'est de vous apporter un certain nombre de signaux, d'opportunités, mais surtout qu'on puisse en discuter ensemble et déterminer si ça peut être un sujet qu'on peut ensuite creuser au sein du CDM par un groupe exploratoire ou éventuellement aller un petit peu plus loin sur un sujet comme celui-là. Donc 3 sujets cet après-midi, pardon. L'économie circulaire, cradle to cradle, premier sujet. Donc on va prendre une demi-heure pour ce sujet-là. Le deuxième sujet, les micro-usines. Donc on en reparlera juste après. Et le troisième sujet, l'hydrogène. Voilà. Donc 3 sujets cet après-midi. Et on commence par le marché de l'économie circulaire ou le cradle to cradle. Alors, au niveau de l'économie circulaire, on va revenir un petit peu sur les définitions classiques. Je vais vous faire un point de départ pour qu'on ait les éléments en commun. Je te laisse dérouler là. Ouais. Donc au niveau de l'économie circulaire, qu'est-ce que l'économie circulaire Merci. Donc on est bien sur l'idée de valoriser les ressources, de limiter le gaspillage. Oui. Justement, c'est la logique en fait ouais. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, marché berceau du berceau au berceau. Voilà, pour la traduction. Mais justement, moi, je vous emploie le terme d'économie circulaire. L'économie circulaire, il y a donc, au niveau de la définition, donc l'importance de valoriser les ressources, de limiter le gaspillage, et puis également, c'est, comme vous le voyez, c'est la question du cycle, avec le fait de s'appliquer donc à toutes les étapes du processus de production. Il y a 7 piliers à avoir en tête quand on évoque l'économie circulaire. Donc, il y a la dynamique autour du recyclage, dont on entend particulièrement parler. Il y a également tout ce qui va concerner l'approvisionnement durable, donc les modes d'exploitation des ressources. Donc, on limite les rebuts, il y a un impact sur l'environnement. Il y a la notion d'éco-conception. Quand on prend en compte, et on y reverra, on va pouvoir creuser un petit peu sur certains acteurs. Donc, quand on prend en compte l'ensemble du cycle de vie du produit dès sa conception. Il y a la dimension écologie industrielle et territoriale. Donc là, c'est tous les réseaux, en fait, c'est les entreprises qui échangent en termes de flux et de mutualisation des besoins. Donc, par exemple, concrètement, sur une zone d'activité, c'est sûrement le cas pour certains d'entre vous déjà, la partage de la gestion des déchets, du recyclage, des choses de ce type. On l'a évoqué rapidement ce matin par rapport à la question de la croissance, mais ça a été évoqué aussi, la notion d'économie de la fonctionnalité, qui rentre dans ces piliers de l'économie circulaire, donc l'usage plus que la possession. On a la dimension consommation responsable et puis également l'allongement de la durée d'usage. Donc, allongement de la durée d'usage, c'est tout ce qui concerne la réparabilité, la vente, l'occasion, le réemploi, par rapport à tous ces éléments-ci. Alors, quels avantages à devenir acteur de l'économie circulaire ? Alors, il y a bien sûr plein de structures qui portent le sujet et qui sont actives dans ce sujet-là. Donc, elles seront, voilà, là, c'est vraiment une synthèse pour s'impliquer dans la dimension d'économie circulaire. Il y a la notion de gain de compétitivité avec justement la valorisation dans la baisse des coûts et puis redonner de la valeur à ce qu'on avait perdu. Il y a la question de performance globale et de réputation. C'est aussi, on l'a évoqué ce matin, mais sur la question de la notoriété aussi, quand on est impliqué par rapport aux enjeux environnementaux, quand on est impliqué dans cette démarche-là. Ça permet également d'obtenir de plus en plus donc, des financements innovants.
L'accès à de nouveaux marchés, donc là c'est pour fidéliser sa clientèle existante, mais également gagner de nouveaux marchés, justement en revendant le capital immatériel de l'entreprise, donc des nouveaux business models aussi à définir. Et puis l'adaptabilité, la résilience, donc avantage compétitif et puis la notion de coopération. Ça permet aussi d'échanger avec des industriels, d'autres secteurs éventuellement, et c'est tout l'intérêt aussi de s'intégrer dans cette démarche d'économie circulaire. Donc, comment l'intégrer dans ma stratégie d'entreprise? Ça, c'est des grands points. Alors après, vous pourrez bien sûr témoigner sur la façon dont certains d'entre vous peuvent être impliqués à ce niveau-là. Il y a des impacts au niveau de l'innovation socio-économique et technologique, des nouvelles logiques de coopération. Là, ce qui est assez intéressant, c'est que cette thématique d'économie circulaire, elle est à considérer en interne au sein de sa propre structure, mais aussi au niveau d'une filière ou d'un groupement d'entreprises. Et au-delà, en fait, ça permet aussi, cette thématique-là, de pouvoir interagir avec des secteurs d'entreprises différents. Pour intégrer l'économie circulaire, on intègre aussi cette notion d'évaluer, d'informer, de communiquer, donc à travers l'analyse du cycle de vie du produit, les indicateurs de performance, et puis ça amène aussi à s'intéresser à l'évolution des marchés, des mutations socio-économiques et technologiques et réglementaires. Alors pour vous donner un ordre d'idée, donc cette présentation, on le fait en partenariat avec Imbrication. Le marché de l'économie circulaire, c'est compliqué quand même d'avoir des chiffres clés à ce niveau-là. Alors effectivement, l'ADEME peut parfois revenir sur certains éléments, mais pour avoir une idée du marché que représente l'économie circulaire sur l'ensemble des secteurs, là, ils ont recensé au niveau de 2017, donc vous avez le chiffre d'affaires évoqué. En tout cas, ce qu'il faut entendre, c'est qu'on est à peu près au niveau du marché de l'économie circulaire à plus 5,3% de croissance par an depuis 2010. Donc c'est clair que c'est un marché en constante progression. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est tous les groupes de pression qui existent donc au niveau de ce marché-là. Donc la FEP, le Living... Oui. Qu'est-ce que vous mettez dans le marché de l'économie circulaire? Parce que tout, potentiellement, est dans le marché de l'économie circulaire. Alors, si je pense crayon publicitaire, il a peut-être été créé à partir d'un plastique recyclé, parce que le plastique se recycle, donc il est durable. J'en profite pour faire passer mon petit message. Et donc on est dans l'économie circulaire aussi là-dessus. Alors effectivement, c'est pour ça qu'il y a une complexité à mesurer ces éléments-là. Là, on s'est basé sur les différents piliers qui étaient évoqués en fait en amont, sur les 7 piliers au niveau des éléments. C'est un ordre d'idée en termes de chiffre d'affaires, donc j'entends bien votre remarque sur le fait que c'est compliqué d'estimer une donnée, mais c'est pour avoir un ordre d'idée au niveau des éléments. Donc certaines associations qui existent comme Living Circular de Veolia, on a HOP qui est par rapport à l'obsolescence programmée, donc là c'est parfois par rapport au fait de réutiliser des équipements spécifiques. Donc on a l'ensemble de ces pressions sociétales et réglementaires à intégrer quand on se positionne sur l'économie circulaire. Alors, quelles opportunités business générer et impacter autour de l'économie circulaire? Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vraiment très vaste et on peut intégrer un peu toutes les données au niveau de l'économie circulaire. Là, on vous en a cité certains. Ça passe par la mesure des polluants, ça peut être la notion, bien sûr, de recyclage, de méthanisation, de traçabilité des contenants. On a aussi l'efficacité énergétique, bref, il y en a plusieurs. Le marché des pièces détachées aussi, qu'on peut intégrer dedans. Là, ça vous donne en fait une illustration de ce qui peut être généré, impacté quand on évoque la question de l'économie circulaire. Alors au niveau des acteurs, pour vous les présenter, on a défini une typologie de 3 types d'acteurs. Ceux qui vont valoriser les déchets, donc qui les collectent et qui vont les valoriser, ceux qui vont se positionner plutôt sur la conception, c'est-à-dire dès en amont, lors de la conception d'un produit, intégrer l'ensemble du cycle de vie du produit dès le départ, et puis également une autre typologie d'acteurs qui portent sur les outils, donc pour mesurer aussi l'efficience de cette
de la mise en place et de l'adoption du berceau au berceau. Je fais la traduction directement. Donc, pour vous donner des illustrations concrètes d'acteurs qui se sont positionnés sur ces marchés, on va voir déjà ceux de la valorisation. Au niveau... donc la valorisation, les acteurs de la valorisation, donc sur des produits finis, on voit qu'il y en a qui partent. Là, vous avez c'est des illustrations, hein, bien sûr. Vous pourrez rajouter vos propres expériences. Mais la création de matériaux à partir de déchets, voilà, les déchets à partir de la fabrication de granulés et de briquettes, donc à partir de plastique usagé. On a également, là je trouvais ça intéressant de vous le communiquer, en France, en moyenne, l'industrie, elle rejette 1/3 de sa production sous forme de rebut, d'où l'intérêt aussi de pouvoir exploiter ce potentiel-là dans le marché de l'économie circulaire. Donc il y a des entreprises qui investissent et récupèrent ces déchets pour en faire d'autres produits, comme vous pouvez le considérer, comme vous pouvez le constater. On a également des acteurs de la valorisation au niveau des matières premières, donc sur une autre slide. Matières premières, ça va être à partir du pellet végétal. Vous connaissez peut-être Aliapur qui, eux, récupèrent et valorisent les pneus. Et puis on a également des entreprises au niveau du broyage. Donc là, elles rachètent en fait une gamme de rebut et puis elles le transforment justement par rapport à ça. Donc elles proposent un service de regranulation. Ça vous donne des illustrations sur les acteurs de la valorisation. Au niveau des acteurs liés à la conception, donc les produits éco-conçus, quelques exemples également. Par exemple, ce producteur de panneaux solaires, ceux qui vont essayer de penser le vêtement justement en axe recyclage aussi, donc pouvoir réutiliser comme compost à la fin de la vie. Et puis également un fabricant de menuiserie, peut-être le connaissez-vous, une menuiserie aluminium, qui lui est dans une démarche cradle to cradle, au niveau de sa production. Enfin, troisième typologie d'acteurs, c'est plutôt les acteurs sur les équipements et les outils pour l'économie circulaire. Donc là, on a des créations d'unités de méthanisation qui sont investies sur l'économie circulaire. On vous a donné l'illustration aussi d'équipements pour faciliter les transformations de déchets. Spécialiste du broyage. Je vous le disais tout à l'heure, c'est aussi d'avoir des outils, comme le contrôle de la qualité de l'eau. Donc là, il y a aussi la notion d'opportunité autour des appareillages de mesure. Donc il y a des choses aussi au niveau industriel à développer par rapport à ces marchés-là. Et puis un autre exemple autour des mesures d'émissions industrielles. Alors il y a également ce petit logo là, je ne sais pas si vous le connaissez. Est-ce que vous l'avez déjà vu quelque part, ce logo Cradle to Cradle? Non, pas forcément. Du coup, en fait, c'est une certification. Je voulais vous le présenter à l'occasion de ce sujet-là. C'est une certification mondiale et globale. C'est plutôt basé aux États-Unis, Pays-Bas, Allemagne, mais c'est au niveau mondial. Il y a quand même une homologation. En fait, il y a différents niveaux de certification. Sur ce label-ci, il est valable, à chaque fois c'est renouvelé pendant 1 an, c'est valable 1 an au niveau de la certification. Ça concerne particulièrement des matériaux de construction, du packaging, dans le domaine du textile, mobilier, vous les voyez s'afficher sous vos yeux, matériel d'isolation. En clair, il y a à peu près 550 produits qui sont homologués. Je vous vais montrer quelques exemples tout à l'heure, avec certains critères d'évaluation. Donc ça, c'est vraiment la référence nationale, internationale, en termes de certification. Donc quelques exemples. Par exemple, je vous ai donné des exemples au niveau automobile. Une entreprise, un sous-traitant allemand qui a cette certification-là, qui répond à l'ensemble des critères spécifiques liés au label C2C. Vous avez quelques illustrations. Il y a également Soreval qui a obtenu également ce label dans le domaine de la rechabage de pneus.
Et puis également, fabricants, là c'est un autre exemple, hein, mais il y a 550 produits, donc je ne vous les ai pas tous mis, qui ont cette valeur ajoutée aussi de pouvoir présenter ce label. Donc tous les ans, ils doivent recréditer cette validation. Alors, quels sont les clients potentiels? Alors forcément, vous vous doutez, l'économie circulaire, ça touche tous les secteurs. Donc potentiellement, toutes les industries et tous les secteurs sont concernés. On vous a fait quelques zooms, c'est pas exhaustif. Et pour vous donner juste un ordre d'idée, donc par rapport aux clients, au secteur en tout cas, potentiel. Donc les industries de l'énergie, comme vous pouvez le voir, l'intérêt pour elles, c'est de réutiliser donc, tous les matériaux possibles, d'utiliser les rebuts, donc de générer des sources d'énergie écologiques et diversifiées. Donc là, c'est déjà des acteurs qui peuvent être intéressés par cette question d'économie circulaire. On ne pouvait pas omettre aujourd'hui de parler des industries donc de l'électronique. Donc pour celles-ci, on est plutôt sur l'intérêt de récupérer des composants pour les réutiliser par la suite. Et puis également de garantir, en fait, elles ont un enjeu aussi, c'est de garantir les approvisionnements pour pouvoir perdurer au final en termes d'usage, donc pendant 10, 20, voire 40 ans, d'où cette logique aussi d'économie circulaire qui peut être intéressante à intégrer. D'autres industries en parallèle. Donc les industries du plastique, donc avec le recyclage plastique, l'utilisation, on en parle de plus en plus, il y a pas mal d'illustrations, notamment quelques exemples de projets de récupération de plastique donc, qui sont rejetés dans la nature, c'est une illustration parmi d'autres. Pour des fabricants de machines spéciales, les enjeux, ça va porter particulièrement autour de la recherche de relais de croissance, de pouvoir développer les mêmes savoir-faire, et puis c'est surtout la notion de rétrofit aussi, donc à partir des pièces détachées d'occasion, ça, le marché des pièces détachées d'occasion, c'est aussi un prisme assez important au niveau de cette cible-là. Pour le machinisme agricole, donc de par aussi toute cette approche nature et autres, donc ça fait partie de l'entité et de l'intégration des éléments, avec le souhait de mettre en place en fait une production qui soit en adéquation et compatible avec l'économie circulaire. Donc c'est forcément une cible qui peut être intéressée par l'économie circulaire. Et puis au niveau du naval, on l'a évoqué ce matin, mais c'est les nouveaux modes de mobilité avec des réflexions autour de tous ces enjeux-là. Donc là aussi, c'est un secteur qui est particulièrement vigilant aux enjeux et au marché de l'économie circulaire. Alors, quelles fonctionnalités attendues ou innovantes? Donc, en fait, on est sur la question, enfin, on vous en a mis 6 qui sont assez intéressantes quand on aborde ce marché de l'économie circulaire, sur la question des tri des déchets. Donc là, c'est plutôt les matières premières qui sont récoltées et triées dès la source, en fait, au niveau de l'entreprise. Donc ça, cette question du tri des déchets. Le système d'annotation, on l'a vu tout à l'heure, pour justifier aussi de l'impact au niveau économie circulaire, ça va être de créer plus de traçabilité autour des matériaux utilisés. L'importance de la transformation de la chaleur en énergie, donc chaleur rejetée par les process industriels qui peut être transformée en énergie, et comment le valoriser aussi à travers ce marché de l'économie circulaire. Les énergies renouvelables également, donc comme de plus en plus se pose la question donc, de l'énergie fossile, donc on va vers moins de pollution, rejet de gaz à effet de serre, donc ça c'est des fonctionnalités, en tout cas c'est des axes qui sont particulièrement creusés, et ça au niveau de l'argumentaire ça peut être important aussi quand on est sur ces marchés à les mettre en exergue. La mise à disposition, donc donner ces rejets aux entreprises environnantes, ça vous avez sûrement déjà des exemples autour de vous, mais c'est comment est-ce qu'on utilise justement ces rebuts, ou comment on optimise et qu'on construit un nouveau marché autour de ça. Et puis la durabilité et la réparabilité, donc là c'est vraiment un enjeu fort de pouvoir poursuivre en fait la durée de vie de plus en plus longue des produits, des machines notamment. Donc là il y a un business aussi qui peut être intéressant autour de cet axe.
Alors, au niveau des business models, on vous en présente certains qui peuvent être amenés liés à la thématique de l'économie circulaire. Donc, il y a la question de la vente classique, donc avec des ventes en fonction du tarif calculé, classique par rapport aux contraintes. Les ventes en mode as a service, donc là, c'est plus par rapport à la labellisation du berceau au berceau. Pour votre client, donc là, ça peut être intéressant en fait d'avoir en fait un label propre et de facturer. C'est ça qui est intéressant sur ce type de schéma, sur un mode forfaitaire avec des interventions et des mises à niveau, donc de façon ponctuelle, tout comme peut être l'exemple au niveau de la location et de louer des équipements qui sont mis en place de façon ponctuelle dans les entreprises pour mettre en place en fait toute cette dimension d'économie circulaire. Au niveau du pourcentage, alors on a aussi un autre modèle par rapport au pourcentage sur les gains et les pertes moindres, donc mesurer les gains attendus par les clients ou les économies sur ces pertes. Donc ça, c'est aussi une façon de présenter un business model de ce type. Et puis enfin, la mise en place d'un réseau complet, donc réseau d'échange, de partage, de collecte et de matières premières qui ne seraient pas utilisées ou alors à travers les rebuts. Donc là, c'est différents business model pour ceux qui éventuellement veulent tendre vers cette question de mode de production liée à l'économie circulaire. Alors pour vous réveiller en début d'après-midi, on a une petite question. À vos cartons. La question est simple, c'est juste pour favoriser le débat et les échanges. Menez-vous dans votre entreprise des actions autour de l'économie circulaire? Vert, oui. Rouge, non. On lève bien haut les cartons, s'il vous plaît. Allez, 60% de vert, 40% de non, de rouge. Ceux qui ont mis rouge, pourquoi non? Parce que, essentiellement, moi, c'est sur la consommation de l'énergie, donc c'est lié à des investissements, et ça sera dans le cadre des prochains investissements, mais actuellement, il n'y a rien. Donc rien, mais des projets en cours. À venir, c'est les prochains gros investissements. Pour ceux qui ont répondu vert, il y a peut-être des illustrations concrètes, justement, des témoignages que vous souhaitez faire par rapport à cette dynamique d'économie circulaire au sein de votre entreprise. Est-ce qu'il y en a qui veulent témoigner? Ceux qui ont mis vert, vous faites quoi? Patrick Desmos, Société Micromécanique. Donc nous, effectivement, nous sommes rentrés dans un process pour essayer justement de générer un petit peu d'éviter du gaspillage. Nous sommes une entreprise d'usinage. Donc on a travaillé sur plusieurs niveaux. D'abord le retraitement des déchets d'usinage, les copeaux et autres, tout ça, ça fait partie facilement de choses que l'on peut mettre à place dans une entreprise pour les faire revenir les faire recycler. Ensuite, on a travaillé au niveau de l'énergie. En l'occurrence, on est passé par un audit énergétique qui nous a permis de modifier totalement notre éclairage pour passer notamment avec de l'éclairage LED aussi bien dans les bureaux que dans l'atelier. Ensuite, il y a également eu une prise de conscience au niveau des salariés qu'il était nécessaire dans leur quotidien de travailler également dans le recyclage. Je pense notamment au fait qu'ils utilisent beaucoup de papier pour essuyer les mains, avec les graisses, avec les choses comme ça. Eh bien, on a mis en place des bacs spécifiques pour récupérer ces chiffons et papiers graisseux qui sont ensuite également traités et valorisés. Il en est de même pour tout ce qui est huile de coupe, où bien entendu, il y a même une obligation, je dirais, dans le domaine de l'usinage, pour faire en sorte que ces huiles de coupe soient retraitées. Donc en fait, je pense que parmi ceux qui ont répondu non, je pense qu'il y en a plein qui finalement, d'une façon ou d'une autre, déjà traitent un petit peu le sujet. Bon, c'est peut-être, ils n'ont pas voulu, mais dire oui, ah ben non, c'est pas naturel. Ben non, c'est pas naturel. C'est une volonté à la base. Donc derrière, c'est pour ça que je suis été étonné qu'il y ait autant de rouge, alors que je pense que c'est comme M. Jourdain, il y en a beaucoup qui font du recyclage en faisant de la prose. Donc toujours Nicolas Limpe, aussi dans l'usinage. Donc nous on fait vraiment strictement la même chose. Peut-être que la question qu'il faudrait se poser, c'est est-ce qu'on en fait plus qu'avant? Est-ce qu'on en fait de nouvelles?
Voilà. Donc je pense que Est-ce c'est qu'on est dans peut-être une assez- démarche, quoi? Est-ce qu'on est dans une démarche structurée ou non? Par exemple, dans mon cas personnel, ma démarche n'est pas du tout structurée. Mais j'ai mis en place des LED sur un de mes sites là il y a quelques semaines. Je vais faire isoler le même site d'ailleurs. Voilà, on va justement sur le recyclage des linges, pardon, sur le recyclage des linges qui servent à s'essuyer les mains. Au lieu d'utiliser du papier, on utilise des tissus. Et on a maintenant une société qui vient, qui nous reprend les tissus. Ça ne nous coûte pas réellement plus cher ou c'est vraiment insignifiant. Voilà, c'est vraiment des petites choses, mais sur lesquelles on essaye d'être un peu attentif. Et ça rejoint un peu ce qu'on disait ce matin, c'est la volonté du dirigeant ou non. Enfin, finalement, est-ce qu'il a envie, est-ce que moi j'ai envie de faire ça à titre perso? Oui. Voilà, c'est pas beaucoup plus structuré que ça. Jean Castillon, Société Bousinac, on fabrique des roues, je le dis parce que ça va être important pour la suite. Nous, on a introduit il y a 5 ans un service de rénovation de roues plutôt que de vendre des roues neuves. Et ça a quand même beaucoup de mal à démarrer. Et on peut toujours prendre les pourcentages, on a 30% de croissance par an sur cette activité-là. Mais aujourd'hui, ça représente qu'1% du chiffre d'affaires de la société. Par contre, comme signal faible, c'est que dans toutes les négociations annuelles qu'on a avec la distribution, cette année, c'est la première fois que les têtes de réseau sont sensibles à l'argument. Je me permets de vous poser du coup David Verlaine, toujours thésard et donc toujours étudiant. L'un des intérêts sur lesquels vous pourriez vous poser des questions, c'est comment récupérer de l'argent, du business autour de cet élément, ce qu'on n'a pas évoqué. Là, j'ai l'impression que dans la présentation, vous faites une prise de photo des éléments qui peuvent être mis en place. En réalité, économie circulaire et transition énergétique, c'est consommer moins de matière, mais revaloriser cette matière et gagner de l'argent avec. Donc potentiellement aussi, vous parliez se réinventer tout le temps, en permanence. L'objectif de l'économie circulaire, c'est vraiment aussi des questions qu'il y avait sur qu'est-ce que l'économie circulaire. Tout simplement récupérer le déchet pour le faire une matière valorisable et pas forcément donc récupérer de l'argent par rapport à ça. Donc éventuellement sur la sorte de réflexion, quelles sont les opportunités de business de ces éléments? Parmi ceux qui ont répondu vert, quels sont ceux qui considèrent l'économie circulaire comme un axe business en tant que tel? Un petit peu plus près du... Pavé qui manquait, je pense, à votre présentation, enfin, il me semble, c'est l'économie circulaire. Si on génère un déchet, ça régénère du CO2 derrière, parce qu'il faut quand même le transformer. Une des meilleures, je pense, transitions, c'est de consommer mieux dès le départ. Je vous donne un exemple. Nous, on utilise beaucoup de matières textiles sur des machines de coupe et on génère beaucoup de déchets de coupe, même si on optimise nos patrons de coupe, etc. Mais il me reste tout le temps beaucoup de mètres carrés de déchets. Alors, on peut se dire, ben tiens, et on l'a fait, on travaille d'ailleurs une petite entreprise qui s'appelle l'Ilokawa à côté d'Ancenis, qui fait de la réinsertion professionnelle et qui nous récupère des chutes textiles une fois par mois. Donc ça, on pourrait se dire, c'est bien. Mais le mieux, c'est de dire, sur les machines de coupe qui tournent en 3/8, comment j'optimise encore mon procédé de manière à générer moins de déchets dès le départ. Et ça, c'est important, je pense. Toujours Hervé Killois. On a entendu parler beaucoup de... Moi, j'ai agi parce que mes déchets, je les recycle, mes déchets, j'en fais ceci. Et en entrée de cycle, est-ce que j'utilise des aciers recyclés? Est-ce que j'utilise des plastiques qui viennent des centres de recyclage? Voilà, question que je pose. Et juste une petite anecdote qui paraît rien du tout. On a tous des machines à café dans nos bureaux. Enfin, quand je dis des machines industrielles, quand on va boire le café avec nos collègues, etc. On avait des gobelets jusqu'à présent, distributeurs entre guillemets automatiques de gobelets. La machine était capable de ne plus distribuer de gobelets. Il fallait simplement la configurer pour qu'on vienne avec notre tasse durable, notre tasse en céramique, notre tasse en porcelaine, ce que vous voulez. Et du coup, chaque personne paye dorénavant 2 ou 3 centimes ou 5 centimes de moins son café parce qu'il y a un gobelet en moins et je ne génère plus de déchets plastiques. Quand même pas mal. Est-ce qu'on pose, Olivier, peut-être une question un peu plus globale? Est-ce que c'est un sujet, on peut peut-être faire un vote un peu à main levée, mais est-ce que c'est un sujet qui mériterait d'être creusé au CDM, groupe exploratoire ou autre? Je fais un vote, je ne fais pas un vote. Donc vert rouge, souhaitez-vous aller plus loin sur ce sujet-là et organiser des réflexions plus poussées? On lève bien les cartons, vert oui, rouge non. C'est vert, je crois.
C'est vert. Disons qu'il y a assez de verre pour lancer un groupe exploratoire. Ouais. Donc les rouges, vous êtes aussi les bienvenus. On va parler maintenant d'un autre sujet qui sont le marché des micro-usines. Alors qui a déjà entendu, tiens, on va poser la question, qui a déjà entendu parler des micro-usines? Moi, vert, pas moi, rouge. Ah, on n'est plus mitigé là, 50-50. Alors les micro-usines, qu'est-ce que c'est? C'est un concept qui est né pour la première fois au Japon, dans le laboratoire d'ingénierie mécanique, le MEL, au Japon, dans les années 90. L'objectif était de rassembler dans un espace restreint tous les éléments constitutifs d'un atelier permettant de réaliser toutes les étapes de conception d'un produit donné. Voilà. Et aujourd'hui, ce concept est un petit peu en train de s'étendre et on a deux types de micro-usines en tant que telles. Les micro-usines mobiles, qui sont essentiellement... on a déjà parlé de la containerisation de process il y a quelques années, peut-être il y a un an ou 18 mois au CDM. Un an? Donc un an, Benoît, merci. Donc là, l'idée, c'est ça. Quand on parle de micro-usines mobiles, c'est comment on transforme un container pour en faire une unité de production, une salle blanche, etc. On reviendra sur différents exemples. Et puis on a aussi des micro-usines fixes, souvent plutôt des préfabriqués intégrés à l'usine ou à côté de l'usine, qui, elles, sont moins mobiles. C'est globalement un marché qui est assez porteur pour les industries notamment et les entreprises en création. Pour autant, c'est un concept qui est quand même assez récent et peu connu ou peu développé en France. Votre vote le prouve bien. Et on ne vend pas aujourd'hui des micro-usines pour un usage en particulier, mais plutôt pour une solution sur mesure. On va vous redonner quelques exemples pour vous expliquer ça dans le détail. Pour autant, le marché français aujourd'hui est estimé à 217 millions d'euros, donc c'est quand même pas rien. Essentiellement autour de 3 secteurs, automobile, agroalimentaire et aéronautique. Le marché européen est estimé à un peu moins de 3,7 milliards d'euros, autour de l'automobile, l'aérospatial, l'armement et puis l'agroalimentaire qui pousse fortement aussi sur ce sujet-là. Alors quand on parle de micro-usines, elles sont souvent automatisées, voire intelligentes. Elles sont développées grâce aux techniques de fabrication numérique. Alors là, désolé, on va faire encore un anglicisme, mais le DDM, Digital Direct Manufacturing. Et donc beaucoup de technologies comme les coupes laser, l'impression 3D, fabrication additive, ce genre de choses. Elles utilisent les nouvelles technologies pour optimiser la production et faciliter le suivi et la maintenance des équipements. Et donc elles utilisent la réalité augmentée, des capteurs, la maintenance prédictive, des robots. Ils peuvent même faire de la prédiction des ventes, etc., etc. Donc beaucoup d'exemples différents. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est on vous a mis juste un exemple, la start-up Néhorizon, la micro-usine Néhorizon, qui est donc une micro-usine qui a été créée par Airbus et LM Industries pour réinventer la mobilité. Donc là, on voit ici que la stratégie de Néhorizon, donc société commune qui va être dédiée à la mobilité numérique, l'objectif de ce rapprochement entre ces deux entreprises, c'est d'explorer des process industriels innovants, dont notamment la fabrication additive. Donc on voit qu'il y a, même pour des grands groupes comme Airbus, il y a aussi une volonté de se positionner sur ces micro-usines. Alors des micro-usines, pourquoi faire? Là aussi, un petit peu sur le même process que ce qu'on disait tout à l'heure, plusieurs possibilités. Produire des petites séries, donc pour pouvoir produire plus rapidement des petites séries, faire de la production mobile ou locale. J'ai un industriel récemment qui me disait j'ai inventé une presse plieuse qui fait 1 mètre cube et que j'installe directement sur les chantiers de construction de bâtiments parce que ça permet aux ouvriers qui font du bardage de directement adapter les gouttières au bâtiment sans être obligés de repasser par l'usine. Ils font ça directement sur place. Voilà. Donc ça peut être typiquement ce genre de choses. Un autre exemple qui est peut-être un peu plus connu, c'est les unités de fabrication additive directement sur les chantiers d'opération militaires pour pouvoir remplacer une pièce et rapatrier des véhicules qui seraient en panne sur les théâtres d'opération et non pas les chantiers d'opération. Ça peut être aussi s'implanter à l'étranger.
Mettre en place des démonstrateurs et donc des choses qui sont plus utiles pour former des opérateurs par exemple, tester un marché, développer un prototype, produire sur mesure, et puis parfois aussi produire sous contrainte pour des productions devant parfois respecter des consignes spécifiques ou sous environnement contrôlé. Je vous ai parlé de salle blanche ou ce genre de choses. C'est typiquement le genre de choses qui peut être intéressant à développer au sein de votre entreprise. Alors, je dois manœuvrer 2 ordinateurs en même temps. Les principaux enjeux des industriels qui veulent développer des micro-usines, produire à la demande, mettre en place, proposer de nouvelles offres sur mesure ou parfois réduire les stocks, gagner en agilité, innover plus vite pour s'adapter à un marché qui évolue rapidement, intégrer et tester de nouvelles technologies à moindre coût pour détecter les usages les plus pertinents, et puis parfois aussi recruter et fidéliser des salariés qualifiés en développant au sein de l'entreprise des unités autonomes sur des produits plus spécifiques. Alors, plusieurs raisons qui peuvent pousser à l'augmentation du nombre de micro-usines sur les marchés actuellement. Le QRM, qui est un sujet dont le CDM s'est largement approprié il y a quelques années. La multiplication d'équipements à commande numérique et l'automatisation, le souhait d'une production locale, l'enjeu de l'empreinte environnementale, tout ça sont autant de sujets qui peuvent pousser à créer des micro-usines au plus près des besoins et du marché final. Alors, quelques avantages et quelques obstacles. L'avantage, réaliser des économies sur la notion de surface occupée, de quantité de matériaux, d'énergie consommée, etc. Facilité de mise en œuvre. Donc, ce sont généralement des unités qui sont totalement connectées et qui peuvent facilement se reconnecter au réseau d'eau, d'électricité, etc. Réduction de l'impact environnemental, produire à la demande, réduire l'empreinte carbone, etc. Par contre, un certain nombre de contraintes. Il faut quand même des moyens financiers en amont parce qu'il faut investir. Ça, c'est la base. C'est quand même peu connu. Donc, ça peut être un avantage et un inconvénient d'être peu connu. C'est-à-dire qu'on peut être en avance de phase, mais si on est trop tôt, on ne sait pas à qui proposer ce qu'on est en train de produire. Et puis, parfois aussi, ça demande des autorisations spécifiques selon ce que l'on veut implanter chez soi, etc. Si l'usine même si la micro-usine est bruyante, etc., ça peut être autant d'obstacles pour la mairie qui verrait ça pas forcément d'un bon œil. Alors, quels sont les acteurs aujourd'hui du marché des micro-usines ? Les fabricants de micro-chaînes de production, d'une part. Les acteurs plutôt spécialisés dans la fabrication additive et l'impression 3D. Les Fab Labs mobiles, bien sûr. Les micro-usines, donc tout ce qui est démonstrateur déplaçables, les micro-usines de production, donc des entreprises ayant acquis des micro-usines pour réaliser leur cœur de métier, et qui souhaitent s'implanter à proximité des matériaux à traiter, par exemple, ou permettre une augmentation rapide de la capacité de production, créer des produits sur mesure, etc. Et puis des micro-usines de production fixe. Donc là, on va vous donner un certain nombre d'exemples, mais des entreprises qui ont vraiment décidé de se développer avec des micro-usines fixes et d'implanter au plus près du client final des micro-usines plutôt que de produire sur un seul espace unique et après de diffuser un petit peu partout. Alors, des exemples de micro-usines et de fabricants de lignes de production de micro-usines. Donc, JMB Process Fruits, par exemple, fabricant de lignes de production qui fait de la vente d'installations monoblocs pour production de confiture. Le fruit rentre d'un côté, la confiture est fabriquée, puis mise en bocaux sans manipulation. Ça permet d'être installé au plus près des zones de production des fruits. Voilà, donc, vous voyez, ça tient à l'arrière d'un petit camion transpalette, donc c'est pas très gros. Des micro-usines sur les chaînes d'assemblage, donc Bright Machine, qui est un groupe de responsables logiciels et d'industriels pour automatiser l'assemblage électronique. Donc un autre exemple. Bien sûr, toutes les fermes d'impression 3D, fabrication additive. Donc là, on vous en a donné 2 ici, mais il y en a beaucoup. Donc des fermes d'imprimante 3D dans son siège avec plus de 500 imprimantes à droite chez Prusa. Production en continu qui propose également des services de design et de conception de pièces chez Slant 3D. Voilà. Les Fab Labs mobiles ou micro-usines de démonstration. Donc là, j'imagine que vous avez déjà vu ce genre de choses. Des laboratoires mobiles pour faire découvrir la plasturgie, par exemple. Des micro-usines mobiles plutôt la destination du grand public avec un but essentiellement pédagogique. Composé d'un robot, d'une impression 3D, de stylos spéciaux pour modéliser des objets en 3D. Donc voilà. Des micro-usines aussi, là vous voyez, on commence à voir des exemples de réutilisation de containers, donc des micro-usines pour valoriser le plastique, des micro-usines de traitement des eaux, donc il y a beaucoup d'exemples.
On a sélectionné certains exemples, il y a de plus en plus d'exemples sur ce genre de choses et sur la réutilisation de containers. Olivier vous a parlé de Gazelle ce matin, donc Gazelle Tech qui produit directement des véhicules en matériaux composites. Donc voilà la micro-usine de Gazelle Tech, donc qui fabrique au plus près des lieux où ils sont vendus et utilisés, donc qui avec 6 containers et 5 personnes permet de produire 200 véhicules par an. Voilà. Donc on est vraiment dans l'exemple type de la micro-usine. Et puis L'Oréal aussi qui a développé une micro-usine de production sur mesure, automatisée, conçue pour fabriquer des fonds de teint sur mesure, mais à une échelle industrielle, et qui serait capable de fabriquer à la demande une centaine de références par heure. Voilà. Donc avec un déploiement pour l'instant aux États-Unis, mais qui pourrait arriver en Europe dans les années qui viennent. Ici aussi du déploiement sur mesure, une micro-usine de production urbaine. Donc c'est une start-up qui accompagne les entreprises de la conception de leurs produits à la commercialisation. Donc il dit ici c'est plutôt pour tester un certain nombre de fabrications de produits avec du prototypage. Objectif, accompagner les entreprises à concevoir un produit qui sera ensuite facilement industrialisable. Des productions fixes aussi, donc je vais vous donner quelques exemples. Micro-usine de production fixe, donc Local Motors, qui utilise des micro-usines réparties dans 5 villes aux États-Unis pour fabriquer des navettes autonomes à la demande. Ouais, il y a beaucoup de choses qui se développent pour l'instant aux États-Unis. Vous voyez que les exemples sont nombreux. Ça touche beaucoup de secteurs différents. Vous parliez du textile tout à l'heure, donc ça fait partie des segments clients potentiels. Donc on a essayé là, grâce à Imbrication qui nous a accompagnés sur ça, de vous lister un petit peu les marchés potentiels avec la maturité ou l'accessibilité ou le prix psychologique pour chacun de ces marchés-là, le potentiel marché et puis la difficulté d'accès ou pas à ce marché. Alors on a essayé de vous détailler là aussi quelques exemples. Les industries électroniques, donc pourquoi ça peut être intéressant, mais pour notamment les entreprises fabriquant des produits électroniques de type carte imprimée. L'intérêt, c'est que c'est un marché en croissance qui peut avoir besoin de capacités de production supplémentaires. Ça permet de gagner du temps pour les tâches minutieuses, réaliser des petites séries ou des produits sur mesure pour satisfaire les besoins spécifiques de certains clients. Pour les plasturgistes, s'il y en a, je sais qu'il y en a quelques-uns dans la salle, l'intérêt de développer une nouvelle activité au sein de l'entreprise en transformant eux-mêmes le plastique, déployer des micro-usines à proximité des déchets plastiques pour les valoriser et ensuite intégrer le plastique recyclé directement à leur production sur leur site principal. Donc on rejoint tout à fait l'économie circulaire ici. Pour le BTP aussi, je vous ai donné un exemple d'une micro-usine liée au bâtiment et donc une presse plieuse d'1 mètre cube. Il y a d'autres exemples, typiquement des artisans du BTP qui ont l'habitude d'intervenir sur les chantiers. L'intérêt est de créer des produits sur mesure pour s'adapter aux projets de leurs clients. Des artisans qui peuvent créer des pièces sur mesure, je vous le disais avec les micro-plieuses, mais c'est vrai pour par exemple des fenêtres, des teintes de peinture, etc. Donc beaucoup de besoins dans le BTP autour de ça. Et puis les incubateurs aussi, des structures qui accompagnent les porteurs de projets, là aussi pour pouvoir permettre de fabriquer en petite série pour tester un marché. On produit d'abord en petite série et on voit si ça fonctionne avant de déployer l'industrialisation de manière plus globale. Alors là aussi, les fonctionnalités attendues, elles sont nombreuses, on en compte 6. La sécurité, bien sûr. L'accès à la micro-usine devra être sécurisé. Donc souvent, on nous parle de code, c'est-à-dire il faut que la micro-usine soit sécurisée et qu'on puisse éventuellement mettre en place dedans des systèmes de vidéosurveillance qui pourraient être directement intégrés à la micro-usine. La mobilité, une micro-usine qui représente un argument important pour certains acheteurs, c'est de pouvoir facilement la déplacer. Donc, pardon, je me mélange un peu, mais là, je vais y arriver. La déplacer d'un point à un autre, voilà. Donc, la rendre mobile, tout simplement. Elle doit être connectée, c'est-à-dire, là encore, connectée à tous les réseaux. Souvent, on nous parle de microcapteurs, des capteurs qui peuvent être installés pour suivre la production à distance, mesurer différents paramètres. Elle doit être autonome énergétiquement. Elle peut être atteinte, par exemple, ou autonome grâce à des... On nous explique qu'on peut mettre, par exemple, des panneaux photovoltaïques directement sur la micro-usine, sur le container, pour qu'elle soit autonome. Et puis aussi, pourquoi pas imaginer, alors ça me semble un peu plus, c'est pas encore vraiment installé, mais c'est la vente directe, c'est-à-dire peut-être installer aussi une mini-boutique directement à côté de la micro-usine
qui peut être intégré pour pouvoir vendre localement directement les produits fabriqués. Voilà. Et puis dernier point qui nous semble peut-être un peu plus aléatoire, mais c'est la personnalisation de l'aspect, c'est-à-dire c'est pas juste un container, il faut peut-être aussi la mettre à l'image de l'entreprise. Alors quels sont les business models sur les micro-usines ? C'est particulièrement adapté à un regroupement d'entreprises pour la fabriquer, avec besoin de compétences variées. Donc on estime qu'il y a 5 modèles de micro-usines qui peuvent être développés. La vente classique, c'est-à-dire vous vendez une micro-usine clé en main, avec des modèles sur mesure ou éventuellement sur catalogue. On voit qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui peuvent commencer à se positionner sur ça. On peut vendre des services, on a beaucoup parlé des services ce matin, des services de la micro-usine, donc services aux usines environnantes pour produire rapidement des prototypes, des séries sur mesure, etc. Micro-usine as a service aussi, vous restez propriétaire de la micro-usine et vous permettez son accès à différentes personnes ou différentes entreprises aux alentours en échange d'un paiement, donc une sorte de leasing ou de location. Et puis la location en tant que telle pour une durée minimale de location ou non, selon les contraintes liées au déplacement des équipements proposés. Il faut bien sûr là prendre en compte les frais liés au déplacement des micro-usines. Et puis dernier point, pourquoi pas aussi sous une approche plutôt plus collaborative, avec un achat collectif d'une micro-usine qui serait partagée ensuite et proposé à plusieurs sites d'acheter en commun la même micro-usine et de se répartir l'usage sur différentes périodes. Je prends le lundi, tu prends le mardi, etc. Une petite question à vos cartons. Vous en savez un peu plus pour ceux qui ne savaient pas ce que c'était. Pensez-vous que les micro-usines soient adaptées à votre modèle industriel ? Oui ou non ? Enlève bien les cartons, s'il vous plaît. Donc là, on a clairement 60-70% de non et 40% de oui. Est-ce qu'on peut entendre les oui d'abord, s'il vous plaît ? Pas mal de oui de ce côté-là. Olivier ? J'ai répondu oui parce qu'on fabrique des essieux et il y a tout simplement un problème qui nous est arrivé et qui nous arrive régulièrement, c'est les mesures protectionnistes dans des pays qui pourraient être en Amérique latine ou même en Chine, où finalement on se dit peut-être que nos clients demain ils vont avoir besoin qu'on arrive à containeriser notre production afin qu'eux intègrent facilement des composants localement. Donc peut-être ne plus vendre le produit fini, mais vendre des opérations. Voilà, donc c'est clairement une réflexion qu'on a aujourd'hui. Et puis en effet, on transporte nos produits qui viennent d'un côté de la planète, on les ramène ici, on les renvoie au même bout. Est-ce que ça a du sens ? Donc voilà, il y a aussi cet aspect-là. Ouais, l'idée, c'est en effet d'exporter le concept, d'exporter le container ou la micro-usine, on ne sait pas encore à quoi elle va ressembler. Et puis dans les différents modèles, c'est soit le client en achète une partie et puis après il achète comme une royalty à chaque produit sorti. Enfin voilà, il y a plein de réflexions. Marc ? Nous, en fait, on y est arrivé un peu par hasard parce qu'on avait un problème technique à régler. Et pour faire simple, pour le régler, la manière, ça a été de le découper en petits éléments de fabrication. Et on est tombé sur un concept qu'on a breveté depuis et qui nous a montré que c'était très puissant parce que ça regroupait tout ce que tu viens de dire. Et entre autres de développer de la maintenance de nos outillages. Et aujourd'hui, c'est des choses qu'on exporte. Ça représente 40% de notre chiffre d'affaires qu'on exporte en Chine, aux États-Unis. Et on développe le concept pour aller un cran au-dessus, c'est-à-dire qu'on se dit que finalement, c'est l'intégralité du système de production qu'il faudrait peut-être voir comme ça. Et on se rend compte qu'il y a plein de petites idées qui sont dans le monde, qui sont dans cette même direction. Et effectivement, la difficulté, c'est d'arriver à faire changer les mentalités du client là-dessus. Mais une fois qu'elles sont changées, il y a tellement d'avantages qu'il n'en change plus. Pour les employés, ça change quelque chose ou pas ? Ça a été une révolution. Ils sont passés à la micromécanique. Ils sont passés... et pour eux, ils font des montres. On a une vidéo qui tourne. Ils font des petites horlogeries dans des grosses montres. Mais c'est super. Il y a des personnes à droite qui ont mis un vert et un rouge, monsieur, peut-être par exemple. Je crois que vous avez mis les deux. Est-ce qu'on peut avoir votre tour ouais, plus compliqué de... Donc Stéphanie Prodhomme, groupe MGS, c'est un ensemble d'entreprises dans la mécanique précision et mécanique générale. Mais nous, particulièrement, on a une activité de mécanique générale où on doit poser nos
nos équipements chez nos clients. Donc on a monté effectivement un camion complet pour que la personne soit en autonomie. Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, les clients nous ont dit que ça serait pas mal d'avoir un mini atelier, en fait. Hein, c'est ni plus ni moins ça. Mais en fait, c'est pour ça que j'ai mis ni oui ni non, parce que peut-être je me projette pas dans la mécanique de monter un mini atelier. Et c'est pour ça que j'ai mis pour une partie oui, pour une partie non. D'autres réactions sur ce sujet ? Est-ce que c'est un sujet de réflexion pour le CDM ? Oui, non ? Allez, on va poser la question. Voulez-vous aller plus loin sur ce sujet-là et proposé par le CDM dans l'année qui vient ? Oui, vert, non, rouge. Ça va faire beaucoup de sujets à traiter, ça. Hein. Donc la réponse est à la majorité, oui. On va enchaîner sur le troisième sujet. 35 minutes. 35 minutes, on tient le timing, il n'y a pas de problème. On va avoir un témoignage aussi en fin de séance. J'espère que notre grand témoin est arrivé. C'est bon, il est devant mes yeux, donc c'est bon, tout est parfait. Donc au niveau de l'hydrogène, Benoît, je veux bien juste que tu déroules le slide. Merci. L'hydrogène, pareil, on va juste donc en lien avec le CETIM, donc on va traiter, on va présenter le sujet et puis justement l'intérêt, c'est d'avoir un témoignage concret autour de l'hydrogène. Donc déjà pour la petite anecdote, Jules Verne parlait déjà de l'hydrogène dans l'île mystérieuse. Donc c'est un sujet qu'on aborde aujourd'hui, mais comme quoi il y a aussi des sujets qui étaient abordés bien avant nous. Donc l'hydrogène au niveau de donc pour faire simple, l'hydrogène est plutôt donc abondant dans l'univers, mais par contre il y a une nécessité de transformation pour l'exploiter. Il a un fort pouvoir calorifique, mais par contre il y a la contrainte de l'inflammabilité, c'est début d'après-midi, l'inflammabilité dans l'air. Donc il y a ces notions-là à prendre en compte. Alors comment est-ce que l'hydrogène est produit ? Donc en termes de production, il y a deux typologies en fait principales de production. Donc par l'électrolyse de l'eau, donc décomposer l'eau en dioxygène et d'hydrogène via le courant électrique. Et puis il y a également la notion de vaporeformage, donc qui sont deux modes de production. Et puis il y a l'enjeu du stockage. Donc au niveau du stockage, il y a deux options qui sont matures, vous les avez sous les yeux, là on vous l'a indiqué, les réservoirs pressurisés et puis les réservoirs cryogéniques. Il y a quelques axes de réflexion au niveau des solides tels que l'hydrure métallique et puis la notion aussi de nanostructure de carbone. Peut-être juste pour revenir sur la partie production, il y a aussi certains acteurs qui commencent à s'intéresser à d'autres biais de production. Il y a notamment la méthanisation. Donc ça, c'est des pistes en cours également qui sont traitées par les acteurs. Donc il y a un impact fort à l'heure actuelle sur le stockage, mais également sur l'enjeu de la distribution. Ça, c'est un vrai enjeu. Au niveau de la distribution de l'hydrogène, donc, on voit bien qu'il y a besoin d'une station de compression et de stockage haute pression. Ça fait également appel, en fait, il est délivré via une pompe de distribution. Là, vous avez des illustrations sous les yeux. Donc, pompe de distribution. Et puis, les informations importantes, c'est que quand on veut mettre en place une station d'hydrogène, il y a besoin aussi de beaucoup d'espace pour pouvoir implanter une station de recharge. Pour vous donner un ordre d'idée, si demain vous arrivez avec votre véhicule hydrogène, si vous voulez... le temps de remplissage, en fait, il est d'environ à peu près 5 minutes pour charger une voiture hydrogène pour une autonomie supérieure à 500 km. Donc c'est assez rapide. Et c'est aussi tout l'intérêt de l'hydrogène par rapport à ça. Alors l'enjeu de la conversion en énergie, donc il y a la fameuse pile à combustible par réaction électrochimique. Et puis il y a un autre système qui est en fait la combustion interne. Ou externe dans des moteurs et turbines adaptées. On reviendra tout à l'heure un petit peu sur la pile à combustible, justement par rapport à ces éléments-ci. Alors, quels sont les avantages au niveau de l'hydrogène ? On vous en a présenté quelques-uns. D'une part, et ce n'est pas négligeable par rapport à la thématique qu'on évoquait ce matin, il n'y a pas de gaz à effet de serre qui est émis. Donc c'est un vrai critère qui rentre de plus en plus en compte par rapport à ça.
Il y a une capacité de stockage qui est plus élevée que les batteries électriques, notamment pour les véhicules. Donc c'est à considérer. La rapidité du remplissage, je vous l'ai évoqué tout à l'heure. Et puis également, c'est un fort potentiel sur les véhicules lourds, donc, et notamment également les utilitaires. On le verra tout à l'heure par rapport aux débouchés potentiels de l'hydrogène dans les prochaines années. Il y a des avantages, mais il y a également des freins. En tout cas, des choses pour lesquelles il y a des actions qui peuvent se mettre en place également. Donc, il y a le coût de l'hydrogène vert par rapport à fossile. Donc, effectivement, ça entraîne des nécessités, mais mine de rien, si demain il y a une montée en cadence de la production plus locale, ça peut être une vraie opportunité pour les territoires aussi de se positionner sur ces enjeux-là. Il y a le coût des piles à combustible à considérer également. Au niveau du rendement énergétique, là, ça peut être un moindre problème quand il s'agit de valoriser une énergie renouvelable. Il y a aussi la question de l'acceptabilité de l'hydrogène. On a évoqué tout à l'heure la dimension d'inflammabilité, c'est quand même à pas négliger. Et il y a des vrais axes de réflexion autour de cela. Il y a aussi une communication à avoir aussi. Et puis l'acceptabilité, c'est aussi par rapport au coût. Si on parle du véhicule, c'est un prix qui est très élevé à l'heure actuelle. Donc c'est pareil, la notion d'acceptabilité est à intégrer. Et puis il y a aussi les freins par rapport au stockage de l'hydrogène. Le volume de stockage qui est à optimiser, le poids des réservoirs qui est également à optimiser. On pourra avoir peut-être des illustrations tout à l'heure par rapport au témoignage que l'on aura. Donc là, il y a des axes de réflexion en cours et des innovations pour optimiser ce stockage de l'hydrogène. Là, on le voit et c'est assez intéressant par rapport à nos échanges de ce matin, c'est que l'hydrogène, on l'aborde souvent, on a souvent des retours par rapport aux véhicules à hydrogène, mais il n'y a pas que ça en fait. Il y a l'ensemble du paysage énergétique français qui demain peut être concerné par l'ensemble de ces éléments-là, donc de l'intégration en fait de la production d'hydrogène par électrolyse. Après, on voit bien qu'il y a la distribution aussi qui est à prendre en compte, le stockage, pour après aboutir à la notion d'énergie dans l'industrie. Je vais venir juste après. Les transports, je vous l'ai évoqué, notamment sur les véhicules utilitaires notamment. Et puis également, au niveau de la chaleur et de l'électricité, là, il y a des enjeux forts également par rapport à cela. Donc là, c'est un schéma qui résume bien l'intérêt sur l'ensemble. Donc le marché... T'anticipes un peu trop 2050, on va juste revenir sur le marché actuel et après on anticipe. Donc au niveau du marché de l'hydrogène, la consommation pourrait peser jusqu'à 18% de la demande en énergie finale dans le monde d'ici à l'horizon 2050. Donc ça, c'est une étude qui est faite. Donc on voit bien que c'est en tout cas un enjeu fort à l'heure actuelle pour pouvoir se positionner. On voit le potentiel de la filière industrielle autour de l'hydrogène. Vous avez quelques chiffres clés qui sont donnés pour illustration en 2030 et puis ensuite en 2050. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des précurseurs, notamment au niveau du secteur automobile, mais il y a le Japon, il y a l'Allemagne. On l'a dit ce matin au niveau de la Chine aussi, qui a pris un vrai virage par rapport à l'automobile au niveau de l'hydrogène. Pour tout ce qui est naval et nautisme, on le verra par la suite tout à l'heure aussi. Il y aura sûrement des illustrations concrètes. Et là, ce schéma qui est mis en place par l'AFIPAC, qui regroupe l'association justement qui regroupe pas mal d'acteurs de l'hydrogène. Si jamais ça vous intéresse de creuser la question, peut-être le connaissez-vous déjà, mais sinon je vous invite à aller sur leur site. Il y a pas mal de choses et j'ai préparé cette présentation aussi en partie avec eux. Donc là, ils ont analysé en fait le potentiel au niveau de l'hydrogène, donc sur certains marchés, certains secteurs. Donc on voit bien l'importance au niveau des véhicules utilitaires, des bus, des chariots élévateurs. Donc là, il y a des vrais enjeux donc aujourd'hui et puis dans les prochaines années à venir. Pour les trains et les voitures citadines, on est plutôt sur un horizon estimé à 2025-2030. Et puis il y a également un fort développement pour l'électricité, l'énergie industrielle, là qui est plutôt sur une perspective un peu plus lointaine au niveau de 2030. Ça n'empêche pas qu'il y ait des dynamiques et des actions qui soient mises en place, mais néanmoins on voit le potentiel d'évolution. Et alors comme on va se projeter encore un peu plus loin,
en 2050. Ils ont fait ce même travail aussi pour pondérer un petit peu les impacts en 2050. Là, ce qui est assez intéressant, c'est de voir, donc là, c'est mesuré par rapport à la part de marché potentielle, donc au niveau des secteurs en lien avec l'hydrogène. Donc on voit l'importance donc au niveau des navires à passagers, des fourgonnettes, des taxis. Là, vous voyez tout en haut du schéma. Aussi une part importante de l'hydrogène au niveau du chauffage, du raffinage et puis de la chaleur industrielle à haute température. Pour vous donner une illustration, ce qui est estimé, alors on est sur du prédictif, mais en 2050, on pourra avoir un bus sur 4 et un camion sur 5 qui pourraient fonctionner à l'hydrogène au niveau du développement. Donc ça donne aussi une vision en termes de potentiel. Et l'hydrogène dans l'industrie. Alors l'hydrogène dans l'industrie, il a aussi une part importante. Donc l'industrie consomme bien sûr beaucoup d'hydrogène dans ses procédés industriels. Vous avez quelques chiffres qui l'illustrent sous les yeux. Donc en fait, on voit qu'il y a un volume de marché sur l'industrie qui est assez important à court terme. Par rapport, on parle beaucoup du marché donc des véhicules quand on évoque l'hydrogène, mais il y a aussi le marché sur l'industrie. Donc avec un enjeu de faire évoluer les modes d'approvisionnement et puis de valoriser également le CO2 qui demande justement des équipements. Donc là, il y a des opportunités qui peuvent être intéressantes. Alors justement, l'hydrogène au niveau naval et en tout cas par rapport aux navires maritimes et puis bateaux fluviaux, vous aurez justement un témoignage de Monsieur Lefebvre juste après mon intervention, donc je vais parler vite pour vous laisser des illustrations concrètes avec lui. On voit justement qu'il y a le remplacement de l'hydrocarbure dans les moteurs thermiques, donc avec des molécules de synthèse. Il y a des solutions qui sont attendues sur ce secteur au niveau des piles à combustible. On voit aussi qu'il y a des actions qui se mettent en place. Là, les acteurs de ce domaine-là donc, passent à l'acte. Donc là, on n'est pas qu'à l'état de projet, mais il y a bien des premières commandes qui se mettent en place. Les chantiers de l'Atlantique qui pensent aussi à faire le premier paquebot zéro émission. Donc ça, c'est dans la boucle. Ça va demander un process d'innovation, mais en tout cas, c'est en place. Et puis justement, l'illustration juste après, ça portera justement sur Europe Technologies. Et Monsieur Lefebvre reviendra à ce niveau-là dessus. Au niveau de l'hydrogène dans le transport routier, donc différentes opportunités autour des camions, véhicules logistiques, les bus, je vous en ai déjà parlé. Quelques illustrations d'acteurs qui mettent en place des choses. PSA qui va sortir son véhicule utilitaire léger à hydrogène normalement en 2021. Des discussions qui sont en cours du côté de Manitou. Renault via PVI, donc là c'est par rapport qui se lance dans l'hydrogène et qui développe donc une benne à ordures ménagère hydrogène. Donc on voit quelques illustrations aussi concrètes autour de ça. Pour l'hydrogène et la mécanique, on a voulu faire un focus à ce niveau-là. Donc on voit bien qu'il y a des nombreux composants mécaniques qui peuvent intervenir sur ce secteur au niveau de l'hydrogène. Donc réservoir haute pression, des vannes, des valves, verres à haute pression, des tuyaux. Donc on voit bien que c'est tous les axes qui peuvent être qui font appel à tous différents métiers, le métier de chaudronnerie et autres, donc c'est l'ensemble des acteurs de la métallurgie notamment qui peuvent être concernés et trouver des opportunités à travers du développement de l'hydrogène. Vous avez quelques exemples sous les yeux. Vous en avez d'autres là, avec par exemple traitement de surface de plaques bipolaires de piles à combustible. Des systèmes de détection de fuite d'hydrogène, la fabrication de plaques bipolaires métalliques également. Donc tout ça, ce sont des acteurs qui interviennent et qui ont un rôle à jouer par rapport au développement de l'hydrogène. Donc là, c'est des opportunités marché qui peuvent être intéressantes aussi. Alors quelques exemples, on est bien sur la notion d'exemple d'acteurs, parce qu'on sait et on a conscience... mais ça, c'est donc différents acteurs que vous allez reconnaître. Donc, tant en termes d'énergie, de mobilité terrestre, des fournisseurs de technologies, des industriels, des institutionnels, pardon. Donc, tout ça, ce sont des acteurs qui sont aussi regroupés à travers notamment la FIPAC pour réfléchir à toutes ces dynamiques. Et puis, on va le voir tout à l'heure, mais il y a aussi, bien sûr, en lien des feuilles de route régionales. On y reviendra tout à l'heure.
des illustrations que vous avez peut-être vu paraître dans la presse, mais on vous en a cité quelques-unes. Il y a Symbio, là, il y a eu pas mal d'actualités dernièrement sur le sujet, donc qui est la co-entreprise qui est détenue par Michelin et Forestia, donc pour en fait vraiment créer tout un système d'offres de mobilité complète pour les véhicules à hydrogène, avec une forte montée en cadence, notamment par rapport au décollage en Asie. Donc là, ils essaient de beaucoup se positionner sur ces marchés-là. D'autres acteurs comme McPhy Energy qui est en lien donc, pour EDF et Engie au niveau de la filière hydrogène. D'autres actions, ça va être le lancement de la filiale H2 Inamix donc en avril, qui s'est lancée en avril 2019 donc, via EDF. On a également Plastic Omnium qui investit sur ces éléments-là, puisqu'il lance notamment un nouveau centre de recherche qui est dédié aux nouvelles énergies à Bruxelles. Donc on voit que tous ces acteurs-là, ils bougent et ils essaient de saisir l'opportunité aussi pour se positionner. On parlait de la dimension de régionalisation et puis de la dimension internationale, mais là il y a des vrais enjeux à l'heure actuelle qui poussent ces grands acteurs, mais aussi du coup leurs sous-traitants pour tendre vers l'hydrogène. Et puis, je vous l'indiquais tout à l'heure sur les opportunités à venir, il y a le projet donc, des trains à hydrogène donc, dont Alstom est impliqué à ce niveau-là. Air Liquide, qui va, donc, via le lancement de la co-entreprise, Iseco, pour le déploiement des taxis. Donc il y a déjà des taxis à hydrogène qui circulent sur Paris. C'est d'ailleurs une flotte qui se développe de plus en plus. Il y a déjà des contrats qui sont passés. Et puis Safra qui a développé le premier bus à hydrogène 100% français. Donc là c'est assez intéressant aussi de voir qu'il y a des vraies dynamiques et une volonté de se positionner en 100% made in France au niveau de ces axes de mobilité. Alors, il y a des feuilles de route régionales. On trouvait intéressant de pouvoir vous faire un focus au niveau de la région Pays de la Loire. Je vais rapidement vous les citer, mais surtout ensuite, je donnerai la parole à Monsieur Lefebvre pour qu'il puisse aussi illustrer notamment les 2 derniers projets, pour vous donner des exemples concrets. Et puis, ça sera forcément plus applicatif sur ce qui se mène sur le terrain. Mais juste pour illustrer, donc il y a la notion d'inauguration de la première navette fluviale à hydrogène de France qui est en service. Donc ça, c'est du côté de Nantes, donc ça a été mis en place. La plateforme donc pour véhicules terrestres à Saint-Herblain. Il y a également l'Automobile Club de l'Ouest, donc, et le Mans Métropole, région Pays de la Loire, qui s'associent pour construire la première station hydrogène du Grand Ouest. Donc vous voyez, il y a des axes qui bougent. C'est en train de se construire. Et puis ensuite, il y a les projets donc, H2 Ouest et également H2 Loire-Vallée, donc, dont je vais laisser Monsieur Lefebvre faire une présentation à ce niveau-là. Je vous laisse la parole, si vous voulez bien. Je vous laisse vous présenter. Bien, bonjour à tous. Alors tout d'abord, en mot d'introduction, j'étais sur Angers il y a 6 ou 7 ans en arrière. Enfin, j'y viens souvent par ailleurs, mais j'avais assisté à une conférence qui m'avait beaucoup interpellé, de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Bruno Hugues de la Rose, et qui intervenait dans le cadre de la TRIA. Alors si je vous parle de la TRIA, c'est simplement parce que la TRIA illustre parfaitement les enjeux de l'hydrogène. La TRIA, Bruno expliquait que la TRIA reposait sur 6 axes. Le premier axe, c'était les énergies renouvelables. Alors les énergies renouvelables, moi j'aime bien dire, d'abord elles sont intermittentes, et ensuite elles sont localisées. Et le terme de localiser a son importance, et j'y reviendrai tout à l'heure. La deuxième chose, c'est à partir du moment où on est sur une énergie intermittente et localisée, de sources renouvelables, bien évidemment, il faut la stocker. Et le stockage sous une forme hydrogène a particulièrement du sens. Le troisième axe, c'est ce qu'on appelle les smart grids, c'est-à-dire en fait la redistribution d'une énergie intermittente localisée, stockée, qu'il faut redistribuer au bon moment. Le quatrième axe, c'est tous les sujets liés à la mobilité. Le cinquième axe, c'est tout ce qui touche le domaine de l'habitat, les bâtiments éco-responsables, etc. Et puis, le sixième axe, c'était l'agriculture intensive et raisonnée. Alors voilà, nous sommes en plein dans le sujet.
Sujet que le groupe Europe Technologies, groupe nantais de 400 personnes, a pris à bras-le-corps il y a 2 ans et demi en arrière. On s'était intéressé à une première molécule qui était le GNL carburant, et donc j'avais initié au sein du groupe une filiale qui s'appelle Cryogenic Containment. Et puis, depuis 2 ans et demi, j'ai passé la main et j'ai réinitié une nouvelle filière qui s'appelle CIAM, donc Collaborative Integration for Alternative Motorization, où concrètement, sur un plan marketing, on s'affiche comme l'introduction de l'hydrogène à bord des navires jusqu'à la rotation de l'hélice. Donc il y a 5 grandes briques techno. Il y en a même 6. La première, c'est l'avitaillement à bord. Le deuxième, c'est le stockage à bord. La troisième, c'est par la pile à combustible, transformer un hydrogène stocké en courant continu ou courant alternatif. La troisième brique, c'est tout ce qui va toucher le domaine de la conversion de puissance, les contrôles commandes et tous les systèmes associés. La 5e brique, ça va être toute la partie moteur électrique. Et puis la 6e partie, ça va être la propulsion à proprement parler. Alors moi, je viens dire aujourd'hui, l'hydrogène, c'est maintenant. Je pense que quand Bruno intervenait dans le cadre de la TRIA, il était un tout petit peu dans l'anticipation, mais à peine. Aujourd'hui, l'hydrogène, c'est mature et c'est maintenant qu'il faut prendre les positions. Pour moi, le raisonnement est simple. Si on n'y va pas maintenant, le train va passer, les places vont être prises et la filière potentiellement ne sera pas française. Alors, Siam, c'est un groupement, en fait, c'est une marque commerciale qui appartient à 3 entités, donc le porteur industriel et Europe Technologies. Et ensuite, on a été chercher 2 expertises, l'expertise d'Olivier Ticos et de Patrice Domange d'Alcatorda, qui nous apporte toute la partie hydrogène et pile à combustible. Et puis Amo Facili, incarné par Jean-Robert Perroche, qui est plutôt notre expert sur toute la partie, propulsion, conversion, moteur électrique, etc. Alors à ce stade en France, vous avez 4 expériences. La première qui est assez connue, c'est Energy Observer. La deuxième, le Navibus, et on en parlait tout à l'heure, qui permet la traversée de l'Erdre. Le troisième, c'est Bus de mer La Rochelle, dont toute la partie hydrogène a été traitée par Michelin. Et puis j'ai rajouté un 4e qui est le Race for Water. Alors c'est un projet suisse qui est en exploitation depuis maintenant quelques années, qui en est à son 2e tour du monde. Alors pourquoi j'ai cité Race for Water, qui est l'ancien Planète Solar, simplement parce que Patrice Domange, qui était le pilote du Planète Solar, nous a rejoint dans le cadre de Siam depuis quelques mois. Alors après, on pourrait dire, oui, mais est-ce mature et est-ce qu'on passe à l'acte? Alors oui, aujourd'hui, il y a 3 commandes qui ont été prises en France. Le premier, c'est un pousseur qui est exploité par Sogestran, qui est en cours de construction sur le Rhône. Le deuxième, c'est un pousseur de manœuvre pour Cemex, pour lequel on est, nous, en contractualisation actuellement avec Cemex, en trinôme avec EDF et puis Eifer, la partie laboratoire d'EDF. Et là, ce qui est intéressant à noter, donc on est sur le déplacement de barges de matériaux de construction de 2800 tonnes. Simplement, quand on le transforme en gaz à effet de serre, 2800 tonnes, si vous divisez ça par 24 tonnes, ben ça fait 115 camions par jour en moins sur la route qui polluent. Donc voilà, et puis troisième sujet, tous les ports aujourd'hui au niveau mondial sont embêtés par les rejets toxiques en zone portuaire. On parle souvent de Marseille, de Cannes, de Nice, de Barcelone, etc. etc. Donc ce courant quai aujourd'hui, il faut trouver des alternatives. Et donc nous, aujourd'hui, on est sous contrat avec le port de Sète et la région Occitanie.
pour développer en fait une alternative au courant quai, qui est en fait une barge autopropulsive, bien évidemment à l'hydrogène, qui accessoirement récupère les eaux noires, les eaux grises, les déchets de scrubber, etc., mais surtout a une énorme quantité d'hydrogène embarqué, et via une pile à combustible, c'est une barge qui sera en capacité demain de produire aux navires en escale pour éviter qu'ils turbinent sur leur diesel et qu'ils recrachent un certain nombre de choses indésirables. On sera en capacité sur des hydrata du port de Sète de délivrer 2 mégawatts de puissance. Alors, on a parlé avec Caroline un petit peu quels étaient les freins aujourd'hui au développement. Je dirais que dans le domaine maritime et fluvial, le principal frein, c'est un problème de marinisation des composants. Pour faire simple, on va dire qu'aujourd'hui, tous les composants existent sur catalogue. Il est clair qu'on va avoir des évolutions très importantes dans les puissances, dans les durées de vie, etc., etc. Ceci étant dit, nous, dans le monde maritime ou fluvial, on a un souci de marinisation des composants. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième enjeu, je vous parlais tout à l'heure de la rotation de l'hélice, qui est le but final. Ce qui pour nous est très important, c'est la bonne recette de famille dans l'ensemble de ce qu'on va appeler le powertrain, entre l'introduction de la molécule à bord et la rotation de l'hélice. Et là, le diktat, la messe n'est absolument pas dite. Nous, le diktat, c'est tout simplement le profil d'utilisation qui va nous dire que l'on met tel composant avec tel composant, etc., etc. Donc ça, c'est un deuxième enjeu. Le troisième enjeu, bien évidemment, c'est tout ce qui touche le domaine de la réglementation. Aujourd'hui, on est dans des systèmes dérogatoires et il faut aller de plus en plus vers des systèmes, scellés dans le marbre. On va parler bien évidemment des problèmes de formation, on va parler des problèmes d'acceptabilité, on va parler des problèmes d'autorisation administrative, etc. Et puis, ce qui était cité tout à l'heure comme un frein, et moi je suis en opposition avec ce terme de frein, pour moi, l'hydrogène est un énorme avantage pour chacun de nos territoires. Simplement parce que le vrai schéma de l'hydrogène, et nous, depuis 2 ans et demi que l'on bat la campagne pour trouver des sujets, on serait parti uniquement dans notre mallette avec le navire. Concrètement, on pouvait plier la valise de suite. Simplement parce que le vrai sujet de l'hydrogène, c'est sur un territoire donné, alors qui n'est pas forcément au stade régional, départemental, mais qui peut être aussi dans un rayon d'une dizaine de kilomètres, c'est comment je produis mon électron vert. Alors là, bien évidemment, il peut y avoir des champs photovoltaïques, il peut y avoir de l'éolien, de l'hydrolien, de la biomasse, etc. Donc première opération, c'est comment je produis cet électron. Deuxième chose, à partir du moment où j'ai mon électron, je le transforme par électrolyse. Troisième aspect, c'est à partir du moment où j'ai produit de l'hydrogène, bien évidemment j'ai un stockage. Ensuite, j'ai ma logistique et la distribution. Et j'en reviens à mon petit sujet lié au secteur maritime et fluvial, c'est la distribution embarquée pour pouvoir alimenter mes navires. Et tous les sujets, et aujourd'hui je suis sur 20 ou 25 dossiers plus ou moins avancés, à chaque fois, il a fallu mouiller le maillot pour mettre autour de table l'intégralité des acteurs, tout au moins sur les grandes briques techno, pour rendre possible ces sujets-là. Et en épicentre, on a les territoires. Alors simplement, aujourd'hui, ce travail, on l'a fait de notre côté avec un certain nombre de partenaires, mais sachez que je parlais sur le fait que l'on a surtout travaillé les grandes briques techno. Maintenant, la phase de prédimensionnement, la phase d'avant-projet sommaire, dans bien des cas, est faite. C'est seulement à partir de maintenant qu'on va commencer à sourcer les différents composants qui peuvent intervenir sur l'intégralité de cette chaîne de valeur. Et je pense que là, nous, on croit beaucoup à l'effet réseau. On est très, très attachés au Pays de la Loire. Donc voilà, venez nous voir. Il y a des tas de sujets qui vont, je me répète, de l'électron jusqu'à l'usage. Et puis, autre enjeu évidemment important, c'est la disponibilité et le bon prix de la molécule, enfin tout au moins de l'hydrogène.
Donc voilà, alors effectivement, il y a deux sujets qui ont fait partie d'un dossier ADEME déposé le 18 avril. Donc il y a un premier sujet qui est une association entre ACO Le Mans par rapport à des projets liés aux 24 heures du Mans. Et puis le CIDEV Life pour à partir d'éoliens, produire de l'hydrogène et donc alimenter Le Mans. Donc ça, c'est un sujet que je connais moins. Et par contre, on a monté un deuxième sujet qui s'appelle H de Loire-Vallée. Et donc là, on est dans le cadre des mesures compensatoires avec la fermeture de la centrale à charbon de Corbemay. On est avec la redynamisation du grand port de Nantes-Saint-Nazaire. On est sur le transport des colis lourds entre Nantes et Saint-Nazaire par voie fluviale. Et puis, on a été chercher un grand nombre de sujets terrestres, navals et maritimes. Donc aujourd'hui, on a une 60aine d'engins qui sont positionnés dans différentes catégories. Et dans la thématique qui est la mienne, on est sur du courant quai, on est sur des groupes électrogènes achintés sur les navires pour que dans les besoins qu'on appelle les hôtels load, c'est-à-dire toute l'énergie consommée à bord, on soit plutôt hydrogène que diesel. Et on est également sur un certain nombre liés à la propulsion. Donc voilà un petit peu mon propos. Je pense que ça va, je suis dans les temps. Bon, il reste 5 minutes, donc c'est parfait. Alors simplement, on est en ces périodes de fin d'année, dans les périodes de cadeaux. Alors j'avais simplement envie de vous livrer une petite phrase d'Eckhart Tolle. Vous aurez le temps de la méditer sur ces périodes de fin d'année. Et Eckhart Tolle dit « Les conflits sur la Terre », alors j'élargis le périmètre des conflits, entendant par là la haine, les guerres, les dérèglements climatiques, les catastrophes naturelles, etc. Donc les conflits sur la Terre sont le miroir ou la résultante de nos conflits intérieurs non résolus. Alors, quel lien avec l'hydrogène ? Alors, simplement deux liens que je m'autorise à vous proposer. La première chose, c'est l'hydrogène apporte un renouveau dans notre façon de penser, notre façon de raisonner sur un plan économique, sur un plan industriel, parce que je vois bien dans le groupe Europe Technologies, on a une activité qui s'appelle Sonimat, qui fait pas mal de machines spéciales pour le secteur de l'automobile, des machines à 500 000, à 1 million, à 2 millions. Et puis, au mois de mars, coup de frein très, très, très brutal sur cette activité. Bon, bien évidemment, le directeur commercial a été posé la question aux gros équipementiers, Valeo, Faurecia, etc. Et Valeo et Faurecia leur ont simplement répondu c'est pas compliqué, on arrête nos investissements sur le diesel et sur l'essence. On est en train de penser notre modèle voiture électrique et voiture hydrogène. Donc, voilà, première chose, pour moi, c'est une opportunité économique, industrielle, territoriale, permettant aussi de s'émanciper des pays producteurs, de l'OPEP, etc., etc. Donc ça, voilà, ça c'est ma première réflexion. La deuxième réflexion, tout simplement, notre planète n'en peut plus. Notre planète n'en peut plus. C'est toujours la faute du voisin. Moi, j'ai envie de dire, soyons tous des petits colibris, pour reprendre cette légende amérindienne. On a tous notre responsabilité dans l'évolution de notre planète. Et l'un des facteurs importants aujourd'hui de cette évolution, j'en suis absolument persuadé, c'est l'hydrogène. Voilà un petit peu le message que je souhaitais vous délivrer ce soir, aujourd'hui. Merci beaucoup, François. Oui, bonjour, je vais en profiter parce que j'y connais rien et j'ai cette question à chaque fois, mais je n'ai jamais la réponse. On en est où du bilan énergétique pour fabriquer de l'hydrogène et du bilan carbone ? Alors, bilan énergétique, c'est combien d'énergie j'ai besoin pour restituer combien d'énergie, et bilan carbone, c'est le CO2. Alors, vous allez vite le voir. Je ne suis certainement pas un spécialiste du sujet. J'ai heureusement avec moi une équipe qui tient la route.
Moi, mon job, c'est plutôt d'initier des choses auxquelles je crois profondément. Donc, je n'ai pas forcément la capacité technique de vous répondre. Ceci étant dit, je dirais simplement que la valeur énergétique d'une molécule hydrogène est 3 fois plus puissante qu'une molécule pétrolière, par exemple. Juste pour rajouter par rapport à ce que vous venez de dire, l'empreinte carbone de 95% d'hydrogène est extrêmement mauvaise aujourd'hui, parce que comme ça a été très bien expliqué, ça vient du vaporoformage du méthane. Donc en termes d'empreinte carbone, on ne peut pas faire plus mauvais. Après, effectivement, quand on parle de la production d'hydrogène par électrolyse, elle est plus ou moins bonne selon en fait l'origine de l'électricité. Si votre électricité elle sort d'une centrale à charbon, on n'est pas beaucoup mieux. Du nucléaire, on va zapper le sujet, c'est plus polémique, mais c'est pas fort en termes d'empreinte carbone, c'est toujours discutable. Si par contre, effectivement, on est sur de l'électrolyse d'origine éolienne, comme ça a été expliqué, l'empreinte carbone, elle est pas nulle, mais elle est bien meilleure. Après, en termes de performance énergétique pour produire l'hydrogène, si vous voulez, on en parle à part, mais là, on parle d'échanges de chiffres qui sont très, on va dire, peu répandus, voire confidentiels. Il n'y a aucune étude qui existe aujourd'hui. Même la FIPAC ne l'a pas fait. Non, alors c'est important, pour être persuadé, et je vais m'être plus dur que vous, pour être crédible. Parce que l'empreinte carbone, c'est une chose. En fait, on ne devrait même pas parler d'empreinte carbone, on devrait parler d'analyse de cycle de vie. Et aujourd'hui, sur l'hydrogène, même, on va dire, gris, donc électrolyse origine, par exemple, électricité d'origine nucléaire, elle n'est pas faite, cette analyse. Donc c'est en cours au sein de la FIPAC, mais ce n'est pas disponible aujourd'hui. Alors je ferai un petit complément également par rapport à, je vous parlais du projet ACO Life CIDEV, et ça c'est un phénomène qui est à suivre de près. Sur l'éolien onshore, vous avez un certain nombre d'éoliennes dans les années qui viennent, et le phénomène va s'accélérer, qui vont sortir des contrats de rachat formalisés avec l'État. Et l'origine du projet LIFE, c'est de récupérer 3 éoliennes sur les 8 qui se trouvent à Bouin et de monter progressivement en puissance pour, dans un premier temps, par rapport à 3 éoliennes, être en capacité de produire 400 kg d'hydrogène jour. Le gros avantage, c'est que là, on est réellement dans un électron qu'on va appeler vert. Merci beaucoup, Monsieur Lefebvre. Je vous propose que l'on s'arrête ici. Il est 45 et on a besoin, je crois, de repréparer la salle pour la suite des événements. Donc je vous invite à poursuivre les échanges sur l'hydrogène si vous le souhaitez à côté. Benoît, Oui, pardon, Christelle. Tu ne poses pas ta question là cette fois sur. Alors, je peux poser ma question, mais vite fait. Est-ce que ce sujet hydrogène est un sujet qui peut être creusé au sein du CDM? Oui, non. Allons-y, c'est la dernière question de la journée. On lève bien haut les cartons. C'est moins... Oui, non, tu... Mais il y a toujours assez de verre pour lancer un groupe exploratoire, oui, puisqu'un groupe exploratoire, on commence à partir de 6. Déjà un atelier. Très bien, merci à vous. Merci et merci de laisser les cartons sur vos petites chaises pour qu'on puisse les récupérer. Merci beaucoup.